Hello, hello, je suis trop contente de vous retrouver. Merci beaucoup de m'avoir sollicité. J'ai tellement de choses à vous partager. Alors, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Je sais aussi que vous avez eu une conférence sur le stress il n'y a pas très longtemps par rapport aux mécanismes psychiques, neuropsychologiques par rapport au stress. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont pouvoir se regrouper, se retrouver. Le but, c'est pas de faire une bis repetita. Donc voilà. Moi, ce que je vais pouvoir vous apporter aujourd'hui par rapport à qui je suis, c'est vraiment ma vision du stress avec les outils que j'utilise au quotidien quand j'accompagne les personnes en séance. Moi, aujourd'hui, je suis énergéticienne et communicante animale. Et ce que je fais principalement, c'est que j'aide les personnes à mieux se comprendre, comprendre leur mode de fonctionnement, leurs émotions, leurs croyances limitantes, leurs blocages, etc. Et notamment la gestion du stress ou ce genre de problématiques qui sont très récurrente, on va pas se mentir, c'est peut-être 90% des personnes qui me consultent et ça rentre en ligne de mire. Il y a des sujets autour du stress ou de l'anxiété ou ce genre de choses. Donc voilà un petit peu par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Et donc ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est des outils. Ma vision des choses sur le stress, sachant que c'est vraiment une vision globale, c'est pas forcément la même chose pour tout le monde, c'est ce que j'ai pu voir, c'est les outils que j'ai appris à maîtriser. Il existe plein d'autres outils, plein d'autres façons de voir. Moi, mon approche, elle est vraiment sur un peu le mindset finalement, et des outils tels que la visualisation mentale, tels que la respiration, tels que la compréhension de soi et de ses émotions. Donc c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui un maximum. N'hésitez pas à poser du coup vos questions en cours de route parce que j'ai voulu condenser tout ça et vous apporter beaucoup. Donc peut-être que si ça va trop vite, n'hésitez pas à le dire ou à poser vos questions. Voilà par rapport à aujourd'hui. Donc on va commencer déjà par comprendre le stress, aller voir en quoi nos émotions et notre discours intérieur, donc finalement un peu le mindset, peut jouer en défaveur ou en notre faveur pour gérer le stress. Et je vous partagerai des outils qu'on expérimentera ensemble directement. Parce que le but aussi, c'est que vous puissiez expérimenter aujourd'hui, voir comment ça vous aide, si ça vous aide, pour que vous puissiez réappliquer facilement par la suite ces outils-là. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit état des lieux. Je vous laisse flasher le QR code et pouvoir répondre à la première question. Ok, je pense qu'on va pouvoir afficher, il y a une vingtaine de réponses et c'est déjà pas mal représentatif. Alors désolé, je jongle avec 3 onglets, je suis pourtant pas si vieille que ça, mais ça c'est déjà trop pour moi. Du coup, on voit quand même des choses. Tout l'intérêt aussi de cet exercice-là, c'est de voir un petit peu les choses qui peuvent se retrouver entre vous. Oui, il y a des choses qu'on n'aime pas divulguer à nos collègues. On est timide, chacun dans notre coin, on n'ose pas le dire. Mais en fait, là, quand vous partagez de façon anonyme, on se rend compte qu'il y a quand même des sujets qui sont hyper récurrents. Vous êtes une vingtaine à avoir répondu. Il y a quand même des choses qui se retrouvent. Donc, le travail ressort beaucoup, mais je vois toutes les notions de deadline, toutes les notions d'urgence, donc de gestion des priorités, de charge mentale. Donc tout ça, c'est peut-être des choses qui se regroupent derrière le travail, mais derrière la vie personnelle aussi, l'aspect financier. Donc l'idée aussi de faire cet exercice-là, c'était que vous vous rendiez compte que vous pouvez en discuter autour de vous potentiellement avec vos collègues. Il y a des gens qui traversent les mêmes choses que vous. Et vous pouvez trouver des solutions ensemble. Alors oui, ce qui va marcher pour Mireille va pas forcément marcher pour Nicolas, mais ça vous empêche pas d'échanger sur vos outils, vos techniques, et le fait de verbaliser, ça va être déjà un des premiers leviers pour pouvoir vous aider. Donc en tout cas, c'était hyper intéressant. Et on va voir aussi que derrière ces causes ces causes-là qu'on attribue au stress, il peut y avoir aussi des sources de stress qui vont être inconscientes. Il existe différentes sortes de stress. On verra ça tout à l'heure. Donc le stress, pour revenir globalement sur ce que c'est une réaction physiologique de notre corps qui a été développée donc chez l'humain pour pouvoir réagir face à un danger. C'est vraiment une ressource vitale qui protège notre organisme, qui va nous protéger face à un danger. Aujourd'hui,
ce stress-là est resté chez nous, mais il peut parfois être complètement disproportionné. On n'est pas tout le temps face à des dangers de mort imminente. Ça peut arriver. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le stress, on va le retrouver dans plein de situations différentes. Voilà, pour la petite parenthèse, je sais que vous avez déjà eu des présentations sur le sujet. Et donc le stress, il va se manifester vraiment d'une manière complètement différente en fonction des gens. Et là, je vous invite à faire l'exercice pour vous-même. Cette fois-ci, je ne partage pas, mais vraiment, si vous avez de quoi noter, essayez de voir un petit peu par rapport aux éléments que je vais vous dire, comment le stress il se manifeste chez vous. Parce qu'en fonction de comment il se manifeste chez vous, il y aura des réponses à pouvoir mettre en face. C'est-à-dire que le stress, il va pouvoir agir sur votre corps. Vous allez avoir un rythme cardiaque qui s'accélère, une respiration plus courte, enfermée dans la cage thoracique, complètement comprimée. Vous allez avoir vos muscles qui vont être prêts à bondir. Vous allez voir transpirer abondamment. Vous avez des personnes qui vont avoir des soucis de digestion. Donc là, il y a vraiment plein de possibilités de manière dont votre corps va réagir en situation de stress. Il va y avoir aussi toutes les réactions mentales, à savoir dans quel comportement je vais me mettre face au stress. Il y a des personnes qui vont souvent ruminer, ça va venir toucher leur estime d'eux-mêmes, ils vont être dans une position de recul, de repli sur soi, d'isolement, parfois même ils vont être assez broyés du noir, ou parfois même agressifs avec les autres. Et il y a aussi tout l'impact sur nos émotions. Souvent, l'anxiété, le stress, c'est des choses qui sont mêlées. Il peut y avoir de la peur. Souvent, il y a beaucoup de peur derrière le stress, de l'impuissance, de la colère. Donc voilà, essayez de prendre 2 minutes là pour voir un petit peu sur ces 3 aspects-là, émotionnel, mental et corporel, comment le stress il agit sur vous. Si vous avez envie de partager, vous pouvez partager. Il n'y a aucune obligation, mais vraiment, vous prenez le temps de regarder le meet-up. Alors pour vous, faites l'exercice, ça vous permettra de trouver des solutions. Je ne sais pas si on a des partages sur le sujet ou déjà des questions à ce niveau-là. Est-ce que ça peut être les 3 ? Ça peut complètement être les 3, bien sûr, bien sûr. Et ils vont s'alimenter les uns les autres aussi. Donc c'est un peu le piège. Mais oui, ça peut complètement être les 3. Souvent, je ne sais pas si j'ai déjà vu qu'une seule type de manifestation d'ailleurs chez une personne. Il y a Tony qui est en train d'écrire, alors peut-être qu'il va nous partager quelque chose. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ces manifestations-là, elles peuvent être vraiment nombreuses. Elles sont différentes en fonction des personnes. Et le but du jeu, c'est de réussir à les repérer pour qu'elles ne vous contrôlent pas, mais que vous puissiez réagir face à ça. J'avance, tu me diras s'il y a des questions. Ouais. Il y a Tony qui a écrit côté mental, rumination plus maux de tête égale 40%, émotion 30%, corps 30%. Ok. Hyper intéressant. C'est trop chouette de réussir à déceler ça et de voir aussi, là, tu as même fait un travail plus poussé ça, c'est que tu as réussi à déterminer à quelle proportion ça t'atteint et donc potentiellement sur quoi axer tes pistes de recherche pour trouver des solutions pour t'apaiser. Qu'est-ce qui va être prioritaire pour toi? Donc ça, c'est top. Ensuite, on a Emmanuel qui nous dit principalement mental, dans le sens où ça m'empêche de bien réfléchir et de structurer ma pensée. Complètement, parce qu'en fait, on peut avoir un peu une paralysie dans notre réflexion, dans les choses qui vont se mélanger. Alors, on anticipe plein de trucs et en même temps, on n'est pas vraiment à ce qu'on fait maintenant, ni à ce qu'on fera plus tard. Donc, au final, on est partout et nulle part à la fois. Je vois totalement. Et Emmanuel parle aussi du corps avec la boule au ventre et la fatigue qui arrive très vite. Et Eva nous parle du coup des émotions. Oui, complètement. Et la fatigue, sur plein d'aspects différents, parce qu'en fait, on va griller tellement de cartouches, on va griller tellement d'énergie avec ce stress qui vient nous mettre dans tous nos états, que rapidement, si on arrive une fois qu'on dépasse ce pic de stress et qu'on a la fatigue qui s'installe, c'est vraiment le pendant très négatif de cette manifestation-là, quoi. Enfin, de ce symptôme-là. Et on a une question de Baptiste qui nous demande à quel moment on distingue le stress de l'anxiété. L'anxiété, c'est vraiment, en fait, le stress, c'est plus face à un événement qui va survenir très prochainement. L'anxiété, c'est
quand on est plus dans l'anticipation des événements. C'est une phase un peu amont. L'anxiété, c'est plus associé à des émotions de crainte, de peur qui vont arriver bien avant les événements. Alors que le stress, c'est plutôt en phase de danger imminent. C'est pour ça que les deux, souvent, sont beaucoup liés. C'est que j'ai pas la réponse exacte, mais pour moi, l'anxiété, c'est un peu le précurseur du stress. Donc maintenant qu'on a vu comment il se manifestait chez vous, ce stress, le but du jeu, c'est de réussir à voir un petit peu d'où il vient. Et il va y avoir des sources de stress qui vont être conscientes. L'entretien annuel, est-ce que je vais avoir mon augmentation ou pas, j'ai une réunion, je dois parler devant tout le monde, ça c'est vraiment compliqué pour moi. Voilà, il va y avoir tous ces événements, c'est souvent des événements extérieurs qui peuvent survenir, mais il va aussi y avoir des sources de stress qui peuvent être plus inconscientes. Et c'est ça qui peut être intéressant d'aller creuser aussi. Et c'est là où moi j'ai des outils pour accompagner les personnes, c'est accompagner dans le cheminement de réflexion pour essayer de trouver les sources inconscientes du stress derrière tout ça. Alors, par rapport à ça, je vais continuer ici. Ce que j'aime bien, pour vous donner quelques exemples de sources inconscientes, ça peut être souvent des émotions de peur, du regard de l'autre, peur de l'échec, peur de plein de choses. Et en fait, le but du jeu, ça va être de creuser toujours de plus en plus loin. Et la question que j'aime bien pour ça, c'est pourquoi. Le simple pourquoi, il est très puissant. Si on prend un exemple, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se prêter au jeu et qu'on essaye de creuser ensemble ou pas, il n'y a pas d'obligation, mais sur un stress classique, on va dire. Il y a Emmanuel qui est en train d'écrire, elle a dit qu'elle voulait bien. Ok, trop cool, merci. Alors, si du coup tu devais choisir un stress lambda qui te vient comme ça, que tu peux ressentir, ce serait quel? Ça va être les sujets qui pop-up, qui sont d'un coup super urgents et qui vont du coup bousculer toute l'organisation qu'on avait prévue. Ok, donc ça c'est une situation qui te procure du stress. Donc, première question, pourquoi ça t'apporte du stress? Je pense qu'il y a déjà un élément de réponse dans ce que tu as dit, mais est-ce que tu veux essayer déjà de répondre à cette première question-là? Pourquoi cette situation-là, elle t'apporte du stress? Alors, je pense parce qu'elle bouscule l'organisation et qu'elle a un côté urgent. Donc, entre guillemets, savoir prioriser si c'est vraiment urgent, savoir mettre en stand-by, à savoir que je suis assez novice sur le métier d'ingénieur d'affaires. Et je maîtrise pas forcément toutes les parcelles du métier et du coup j'ai vu devoir me raccrocher aux autres qui sont pas forcément disponibles, donc aller chercher les solutions par moi-même. Et en fait, ça crée, ce que je disais, un fouillis général dans ma tête qui ensuite va m'empêcher de structurer ma pensée. Okay. Du coup, j'ai quand même derrière essayé de créer avec le temps des processus d'organisation en écrivant, etc. Mais voilà, je pense que ça répond à la question. Oui, complètement. Et est-ce que tu arrives à y associer une émotion? Là, tu vois, si je reprends le premier, un des éléments que tu as dit, du coup, je vais devoir demander de l'aide, ou alors même je vais devoir me réorganiser, ça va bousculer mon agenda. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Du stress. Ouais, mais l'émotion derrière. L'émotion derrière. Une émotion. De la peur. Ok, je pense. T'as peur de quoi? De pas savoir le gérer, tout simplement. Parce que si tu ne peux pas le gérer, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça te fait peur de ne pas réussir à gérer ça? Je peux perdre un business, si je peux déranger des gens. Enfin, si on reste par exemple sur cet exemple-là, je vais déranger les gens. Donc tu as peur de déranger les gens. Pourquoi tu as peur de déranger les gens? Parce qu'ils ont eux aussi leur travail, ils ont eux aussi peut-être des situations urgentes à gérer et je ne suis pas forcément une priorité puisque c'est mon sujet. Okay. Et donc, j'ai peur de les déranger et du coup de leur créer du stress. Et d'un côté, j'ai peur de les déranger et que ça les embête et que derrière, moi, ça m'apporte aucune solution. Un peu dans les deux. Ok. Donc là, on est plutôt sur
le regard de l'autre un petit peu élargi, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se dire, qu'est-ce qui va, si j'élargis pour t'aider un petit peu, je vais aller le déranger, qu'est-ce qui va penser de moi à ce moment-là? C'est aussi peut-être la légitimité professionnelle. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce qu'il va penser que je suis pas capable? Est-ce que je vais le déranger alors que j'aurais dû trouver une solution tout seul? Dis-moi si c'est juste ou pas, si ça t'aide dans la réflexion. Oui, le côté légitimité professionnelle et j'aurais dû trouver une solution toute seule, carrément. Ok. Et donc là, en fait, c'est une des sources inconscientes de ton stress. Parce que finalement, tout le stress de j'ai plein de trucs à faire, je sais pas forcément faire, faut que je fasse appel aux autres, etc. En fait, c'est pas faire appel aux autres qui te stresse, c'est le regard qu'ils vont porter sur toi et sur ta légitimité professionnelle qui va générer ce stress-là. Tu vois où je voulais en venir? Je vois très bien. Voilà. Et donc, en fait, bravo. Franchement, bravo de t'être prêté au jeu. Merci beaucoup. C'est super chouette. Avec plaisir. Et une fois qu'on a ces éléments-là, c'est déjà une première étape pour réussir à voir un petit peu ce qui nous impacte finalement, comment ça nous impacte, et ensuite venir travailler dessus. Alors, je dis pas que c'est facile ensuite, hein. Une fois qu'on a mis le doigt dessus, c'est déjà très bien. Mais derrière, bon, bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner, mais quand ça vient toucher, par exemple, votre légitimité, finalement, c'est votre confiance en vous-même qui est remise en cause. Donc, vous savez sur quoi aller travailler sur du long terme. Là, on est vraiment sur de la prévention générale du stress qui peut vous arriver. Mais c'est ma façon de travailler aussi et de se dire, voilà, ok, j'ai vu que le point ça vient me chercher, ça vient me tiquer sur ma confiance en moi, sur ma légitimité professionnelle. Bon, du coup, sur du long terme, comment je vais faire pour renforcer ça? Qu'est-ce que je vais aller chercher comme solution, comme accompagnement, comme prise de conscience, comme réflexion sur cette gestion de cette légitimité-là, de cette confiance? Tu vois? Yes, nickel. Merci beaucoup. Merci à toi, vraiment. Merci, c'est trop chouette. Voilà un petit peu les sources inconscientes derrière le stress. Et donc, moi, je trouve assez intéressant de venir comprendre ça. Bien sûr, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire quand vous êtes dans le feu de l'action, le stress est là, on est d'accord, c'est trop tard. Ce qu'il faut faire, c'est trouver des solutions pour gérer le stress à ce moment-là. Mais quand vous avez le temps de repenser aux événements qui vous ont stressé dans la journée ou ce genre de choses, essayez de faire l'exercice de creuser un petit peu plus profondément. Pourquoi? Quelle émotion est associée? Pourquoi? Et aller de plus en plus loin pour essayer de trouver vraiment la source, l'origine de ce qui peut être travaillé, de ce sur quoi vous pouvez avoir un impact. Voilà par rapport à ces deux éléments-là. Donc, ce que je voulais vous partager aussi, c'était tout ce qui va concerner un peu justement le mindset. Pas forcément dans la réaction quand le stress est là, mais plutôt comment l'éviter, essayer de transformer un peu son schéma de pensée et de voir comment notre état d'esprit va impacter les événements, notre façon de ressentir les choses et du coup générer du stress ou non. Donc, je voulais commencer par vous parler déjà des émotions. Une émotion, il faut savoir que c'est vraiment un message que nous envoie notre corps qui ne dure que quelques secondes. C'est le temps de le dire. Ce qui reste derrière l'émotion, c'est votre réaction émotionnelle. Et c'est là votre levier, c'est de réussir à choisir votre réaction face à l'émotion que votre corps vous envoie. Quand votre corps vous envoie une émotion, c'est qu'il y a quelque chose il veut vous faire réagir d'une manière ou d'une autre. Et donc, chaque émotion va avoir un message différent. Et par exemple, quand on est face à certains stress et qu'on éprouve de la peur du regard de l'autre, peur de l'échec, peur de ce genre de choses, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser au message de la peur. Et souvent, la peur, elle est liée au fait de nous informer, elle veut nous informer en tout cas, qu'on est face à un danger. Elle se dit, notre cerveau va se dire, oulala, ça je connais pas, situation inconnue, sortie de zone de confort totale, je ne maîtrise rien, danger, 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 donc je t'envoie de la peur. Et la peur, si on la laisse nous dépasser, eh ben, elle peut nous figer complètement et on peut se retrouver complètement bloqué, paralysé. Voilà, le but du jeu, c'est qu'on puisse comprendre nos émotions pour qu'elles ne nous contrôlent pas, qu'elles ne nous paralysent pas, mais qu'on puisse agir en conséquence.
Euh, donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ces messages-là. Et donc, en fonction des émotions, il y a différentes réponses qui peuvent être possibles. Mais voilà, le plus important, c'est déjà de réussir peut-être à verbaliser, en parler autour de soi, ou extérioriser d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas verbalisé, ça peut être écrire. En tout cas, essayer de la comprendre pour pouvoir mieux la gérer. Et je vous partagerai les outils ensuite. Pour vous parler d'autres outils, je voudrais commencer par la notion de loi d'attraction. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Si vous pouvez réagir avec des petits pouces en l'air en bas, je ne sais pas si là, mais si ça parle à certains d'entre vous. Ok, trop cool. Donc il y en a certains qui connaissent, d'autres pas forcément. En fait, la loi de l'attraction, c'est vraiment un principe universel qui part du fait que tout est énergie. Nous, êtres humains, êtres vivants, nos animaux, les plantes, mais aussi tous les événements qui surviennent sont une sorte d'énergie, en tout cas une fréquence. Tout vibre à une certaine fréquence. Et la physique montre bien que tout ce qui vibre à une même fréquence va s'attirer mutuellement. Et donc, c'est Albert Einstein qui disait que pour attirer certains types d'événements à nous, il est d'autant plus facile de les attirer si on vibre à la même fréquence que ces événements-là. Donc, est née la loi de l'attraction pour expliquer ce principe-là. Et partant de ce principe, qu'on attire ce qu'on vibre, ce qu'on rayonne finalement, eh bien, il y a des choses qu'on va pouvoir venir comprendre aussi sur notre état d'esprit finalement. Je l'ai grossièrement réduit en le négatif attire le négatif, mais c'est un peu ça. Ce que je voulais vous partager comme notion ici, c'est que il y a une grande différence entre le fait de s'occuper, de préparer quelque chose, de préparer un examen, de préparer un entretien, et se préoccuper du moment où il va survenir. S'occuper de quelque chose, c'est, voilà, vous avez votre entretien annuel, vous préparez tous vos arguments pour avoir votre augmentation, voilà, vous êtes vraiment au carré sur votre valeur, sur ce que vous avez produit cette année, sur vos objectifs pour l'année suivante, etc. Une fois que vous avez listé tout ça, que éventuellement vous avez commencé à anticiper certaines questions, à pouvoir commencer à trouver des éléments de réponse, etc. Une fois que vous êtes prêt, que vous êtes occupé de préparer votre entretien, à quoi ça sert de se préoccuper? C'est-à-dire d'anticiper absolument tout ce qui pourrait se passer, les pires scénarios catastrophes qui se produiront, on va pas se mentir, quasiment jamais, et de venir se pourrir l'esprit avec des choses négatives, parce que du coup on va se mettre dans cet état d'esprit-là, on va penser à ces choses négatives, donc on va être dans l'anxiété dont on parlait tout à l'heure, on va anticiper, on va commencer à avoir peur, à être vraiment dans un inconfort, et donc forcément on va vibrer à des fréquences qui sont pas terribles, et donc on peut potentiellement accentuer les événements comme ça à venir jusqu'à nous. Donc le but, c'est plutôt de réussir à renverser la vapeur. Et donc je vous en parlerai tout à l'heure. Mais voilà, s'occuper des choses, c'est vraiment différent de s'en préoccuper. Et tout ça, ça va avoir vraiment des conséquences à long terme. Quand on est sur de la rumination constante, sur de l'anticipation à outrance, ça va vraiment... Le stress, c'est prouvé aujourd'hui, va avoir un impact sur notre santé, va créer des maladies, des troubles du sommeil, des troubles, des maladies de peau. Il y a plein de choses qui peuvent être impactées par notre état émotionnel général. Donc c'est vraiment important de comprendre ça et de prendre les choses en main pour nous. Pour les autres, on s'en fiche. Déjà, on va essayer de s'occuper de nous. Et donc, le premier levier que vous pouvez avoir, c'est essayer de gérer les choses que vous avez sous la main maintenant. Les choses que vous maîtrisez pas, vous n'allez pas demander au ciel d'arrêter de pleuvoir. Enfin, à moins que vous ayez des super pouvoirs, et dans ce cas-là, ce serait trop cool, venez ici. Mais la seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est de sortir votre parapluie. Donc, voilà, un petit peu grossièrement, si je dois choisir une image, celle qui me vient là. Et voilà par rapport à votre état d'esprit. Et ensuite, on a une question du coup dans le chat. Il y a Vivien qui nous demande est-ce que ça a un lien avec la loi de Murphy? Quand ça commence à se casser la figure, tout s'enchaîne dans ce sens-là. Aucune idée. C'est une très bonne question. Je ne sais pas te répondre.
Je ne connais pas plus que ça cette loi-ci, mais j'ai envie de te dire que jamais 203, etc. Donc effectivement, ça, je pense que ça dépend de comment on prend les événements, mais quand il nous arrive un scénario catastrophe, généralement, il nous arrive un deuxième et un troisième, et parfois ça peut être compliqué de sortir de cette spirale-là. Et je pense que même si tout n'est pas sur nos épaules et que tout n'est pas de notre responsabilité et qu'il y a forcément des événements qu'on ne maîtrise pas, il y a une part de ça qu'on peut maîtriser, je pense, et qu'on peut choisir de renverser. Je pense. Bon, après, c'est des débats philosophiques, on pourrait en débattre sans fin, mais je ne sais pas te répondre directement, mais là, chose que j'en dis, voilà. Et du coup, Vivien répond oui, c'est le genre de journée où on se demande pourquoi on s'est levé. Oui, complètement. Et on a Félix qui nous dit aussi la maladie de peau due au stress, je confirme. Ouais, bah oui, souvent, alors ça dépend des personnes, mais quand on est plus ou moins sensible, il y a des personnes, ça va toucher particulièrement les intestins, d'autres la peau, ça dépend déjà de votre sensibilité respective, mais oui, ça, et c'est parfois assez immédiat d'ailleurs, hein, on se retrouve en situation, moi je sais que c'est des plaques rouges sur la peau, voilà, c'est assez instantané. Je voulais vous parler aussi de la notion d'auto-sabotage parce que c'est quelque chose qui peut nous amener à ressentir du stress parce que on va se mettre tout seul des bâtons dans les roues. C'est vraiment le pouvoir de se bloquer soi-même. Il existe différentes façons de s'auto-saboter et je voulais vous en parler aujourd'hui pour que vous les ayez en tête parce qu'une fois qu'on les a en tête, on arrive plus facilement à les déceler et à pouvoir parer un peu à ça. L'auto-sabotage, c'est vraiment le fait de s'interdire d'une façon consciente ou inconsciente de réaliser ou de vivre des choses qui sont positives pour nous. Et ça peut être dû à plein de choses. Par exemple, vous avez les croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est des choses qu'on a intégrées par notre éducation, par la société, etc. On ne croit pas, par exemple, avoir les ressources ou les qualités nécessaires pour réussir. Ou on croit qu'on ne mérite pas le bonheur. Ou, par exemple, croyance que j'ai moi-même, les gens riches sont pas forcément gentils. Comment vous voulez que j'attire l'abondance si je suis persuadée que les gens riches sont méchants? Ça, c'est des croyances qui, mine de rien, vont avoir un impact sur nous. Donc ça, c'est une possibilité d'auto-sabotage. Il y a aussi les prophéties autoréalisatrices. Les prophéties autoréalisatrices, et je l'associe aussi au biais de confirmation, c'est des événements qui vont s'enchaîner parce que vous faites des suppositions sur ce qui peut se passer. Vous avez des croyances par rapport à des événements qui se passent. Par exemple, vous rentrez chez vous, votre conjoint ou votre conjointe, elle vous semble plus distante. Vous avez l'impression qu'elle est moins entenante que d'habitude, etc. Si on prend même ça sur du long terme, elle me fait la gueule. Donc vous allez avoir en réaction, possiblement, je dis pas que c'est forcément la réaction, mais vous pouvez avoir une réaction qui va être de vous-même vous renfermer, vous isoler, être peut-être plus froid dans vos échanges, etc. Et de son côté, elle va se dire il est froid, il est distant, donc il me fait la gueule. Donc ça va être le serpent qui se mord la queue et on va rentrer dans un cercle vicieux en fait. Et c'est ça les prophéties autoréalisatrices, c'est le fait pardon d'amener les événements à confirmer ce qu'on pense. Et c'est aussi, donc les biais de confirmation, de voir ce qui nous arrange pour valider ces croyances qu'on a en nous. Donc par exemple, elle est plus distante ce soir, puis à qui est-ce qu'elle envoie un message d'habitude, elle envoie pas des messages comme ça, alors que peut-être que d'habitude, elle envoie complètement des messages le soir quand elle rentre à ses copines. Et en fait, là, c'est juste que vous le remarquez parce que vous avez l'impression qu'elle est en colère. Donc, vous allez voir ce qui vous arrange pour valider ce que vous pensez. Donc ça, c'est aussi une autre façon de s'auto-saboter. Vous avez également... Il y a François, du coup, qui dit que ça fait penser aux accords Toltec. Complètement. Tout ça, c'est des notions qui se rejoignent. Les accords Toltec, les idéaux du Reiki, tout ça, c'est des choses qui se croisent et se recroisent et se rejoignent partout. Complètement. Mais c'est un peu comme ce que tu disais dans un couple, le sketch de pourquoi t'es en colère, je suis pas en colère. Si t'es en colère, non. Et à la fin, tu t'énerves. Tu vois, je te l'avais dit que t'étais en colère depuis le début. Mais exactement, c'est exactement ça. Et donc,
Vous avez aussi l'auto-sabotage par l'action détournée. L'action détournée, c'est vraiment le fait de... ça va être le genre de personnes qui vont avoir plein d'idées et qui vont se lancer sur plein de projets sans jamais aller au bout. Ça va être j'ai envie de lancer ça. Allez, donc je commence. Ah puis finalement j'ai envie de faire ça et donc je vais me lancer sur un autre projet, mais je vais jamais concrétiser aucun projet. Je vais en faire encore et encore et encore, mais jamais aboutir. C'est un peu dans le même sens aussi que la recherche de la perfection. Finalement, c'est jamais assez bien. Donc, faut que je peaufine encore. Non, je vais pas sortir parce que là, faut encore que je le peaufine. Et donc, du coup, finalement, on sort jamais. Ou alors on peut se trouver des excuses qui paraissent complètement valables. Ça va être je suis trop fatiguée, ou alors c'est trop difficile pour moi, je me sens pas prête. Ça va être des excuses qui peuvent toucher notre estime de nous-mêmes ou notre confiance en nous. Ça peut être aussi de la procrastination. La procrastination, je l'ai bien connue pendant longtemps, même parfois encore maintenant. Je déteste quand je tombe là-dedans, mais la procrastination, c'est vraiment le fait d'être dans la visualisation. On imagine les choses, on va faire ci, on va faire ça, on est vraiment dans l'imaginaire, dans la tête, et il se passe absolument rien en vrai dans l'action, là, dans la matière. Rien du tout. Ça, la procrastination, c'est... Je le connais. Donc ça, c'est une autre façon aussi qu'on a de nous auto-saboter. Et le but avec l'auto-sabotage, c'est difficile d'en sortir, on est d'accord, parce qu'en fait, il nous permet de rester dans notre zone de confort, où on se sent bien, où on maîtrise les choses. Alors, certes, c'est pas toujours une zone de confort qui est confortable, mais elle nous apporte des bénéfices secondaires et elle nous empêche de nous mettre potentiellement en danger, en stress, etc. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette notion d'auto-sabotage pour que vous puissiez mieux la déceler. Donc, le but du jeu, pour passer au levier d'action, c'est de pouvoir réussir à switcher ça, à utiliser un peu tous les mécanismes qu'on vient de voir pour faire un peu entourlouper notre cerveau et faire en sorte qu'il fonctionne pour nous aider à gérer tous ces événements, ce stress, etc. Donc si on reprend la loi d'attraction et qu'on essaye d'inverser le négatif en négatif, mais de le transformer en le positif attire le positif, les conseils que j'avais envie de vous donner par rapport à ça, c'est d'avoir une notion de lâcher prise. Lâcher prise, c'est un gros mot qu'on voit partout aujourd'hui, je vous l'accorde, et qui est très difficile à avoir. Ça nécessite aussi des prises de conscience et c'est un cheminement qui est long, qui se fait pas en claquant des doigts. Mais ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Une fois que vous êtes préparé aux choses, que vous avez anticipé tout ce qui pouvait se passer, à quoi ça sert de vouloir essayer de maîtriser la pluie et le beau temps? Essayez de lâcher prise sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, ce serait déjà bien. Donc voilà par rapport au lâcher prise. Il y a aussi une notion d'être fier du parcours que vous avez réalisé jusqu'à présent. Dans le Reiki, ça s'appelle rendre grâce à ces nombreuses bénédictions. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire, de temps en temps, retournez-vous et checkez un peu d'où vous venez, de tout ce que vous avez déjà parcouru comme chemin pour en arriver là où vous êtes, peu importe les situations. Faut savoir que vraiment la personne la plus dure envers vous, c'est vous-même. J'écoutais un podcast il y a pas longtemps, le podcast Émotion, qui parlait, il y avait un épisode, j'ai bien aimé le titre, c'était je crois comment savoir que c'est moi le connard de l'histoire, et ça parlait du regard de l'autre justement notamment quand on rencontre des personnes où après on va avoir tendance à faire avoir cette autocritique de soi dans la voiture, pourquoi j'ai dit ça de cette façon-là, etc. Et en fait, elle interrogeait des psychologues, etc., qui rendaient compte un peu de chiffres et qui disaient, mais en fait, si vous saviez à quel point vous êtes le seul à penser ça, les personnes, elles se souviennent pas du tout de toutes ces choses-là que vous ressassez en boucle, en fait. Donc vraiment, le plus dur envers vous-même, c'est vous. Donc, voilà, c'est vraiment une notion importante à avoir en tête parce que parfois, faut aussi se lâcher un peu la grappe et être fier de nous de temps en temps. Ça fait pas de mal. Il y a aussi cette notion de, je vous ai mis un pas à la fois, mais de juste pour aujourd'hui. On va pas révolutionner tout en un claquement de doigts, en une journée, juste après cette conférence, c'est pas possible. Mais déjà, essayez de vous dire, ok, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là? Qu'est-ce que je peux faire
aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui, comment je peux déjà donner mon maximum par rapport à cette situation-là? Quelles sont mes ressources internes? Quelles sont mes ressources externes? Faites avec ce que vous avez. Vous n'allez pas aller décrocher la lune, mais avec vos ressources, donnez déjà le maximum de vous-même aujourd'hui, à l'instant T. Je pense que c'est déjà une bonne chose pour aussi réussir à lâcher prise, de se dire j'ai donné mon maximum aujourd'hui, là je peux rien faire de plus. Ce sera plus facile, je pense. Et je voulais aussi vous faire un petit... Ah oui, la visualisation mentale. Je vais vous en parler juste après, mais c'est un outil hyper intéressant qui est utilisé notamment par les préparateurs mentaux, les coachs sportifs, ce genre de choses. C'est vraiment un outil très puissant. Tout le monde n'est pas à l'aise avec, et c'est ok. Il y a plein d'outils qui existent. Je vous en partagerai un exercice juste après qu'on va tester ensemble pour voir si c'est quelque chose qui peut vous plaire. Mais je voulais aussi vous dire de faire attention à la positivité toxique. Si vous suivez des comptes de développement perso, etc., souvent on a tendance à avoir cette course au positif tout le temps. Il faut pas que je ressente de négatif, faut pas que je stresse, faut pas que j'ai de la colère, de la tristesse, de la peur, etc. Mais soyez vigilants à ça. Le message que je voulais vous communiquer ici, c'est que c'est normal de ressentir toutes ces émotions-là, et on voit beaucoup se libérer de la colère, se libérer du stress, mais se libérer de ces choses-là, ça ne veut pas dire s'en débarrasser à tout jamais. On sait très bien que toute notre vie, on va ressentir du stress, de la colère, et c'est normal, on est humain, on est incarné dans ces vies pour ressentir des émotions, et s'en libérer, ça ne veut pas dire s'en débarrasser, ça veut juste dire les appréhender d'une autre manière, les comprendre, arriver à comprendre quel impact ça a sur nous, qu'est-ce que ça veut dire de nous, et comment j'agis derrière. Ok, la colère, ça veut dire que mes limites ont été touchées, mes valeurs ont été touchées par moi ou par les autres. Du coup, comment j'agis en face de ça? Comment je suis invitée à agir? Qu'est-ce que je peux faire pour retrouver mes limites et ma zone, en fait, qui a été entravée? Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Soyez pas forcément à une course de la perfection, du positif tout le temps. C'est normal d'avoir des moments de stress, des moments de down, de galère. Et c'est important de ne pas les ignorer. Voilà par rapport à ça. Je voulais vous partager du coup un premier outil que j'utilise moi durant les soins énergétiques et que j'utilise aussi avec les personnes que j'accompagne, que je leur demande de répéter. Un petit peu comme la première chose que vous vous dites le matin avant de scroller sur les réseaux, essayez de prendre un instant, ou alors quand vous vous préparez dans la salle de bain devant le miroir, ça va être des affirmations positives. Des phrases qui vont vous... En fait, le but du jeu là, c'est de hacker notre cerveau et de l'aider à se mettre en condition et à faire semblant. Par exemple, si vous êtes quelques jours avant votre entretien annuel, je reprends cet exemple-là, ça va être choisir une phrase, une affirmation qui vous met en condition de réussite, comme si c'était déjà fait, comme si c'était déjà réussi. Et du coup, intérieurement, vous allez le ressentir en plus. Le but du jeu, c'est vraiment de venir le ressentir. Et bien, vous allez ressentir de la joie, vous allez peut-être même sourire, vous allez peut-être vous dire trop bien, avoir mais c'est génial. Et donc, les phrases, les affirmations positives, c'est vraiment des formulations qui sont simples. Il n'y a pas deux idées dans la même phrase. C'est une idée formulée de façon positive. Il ne faut pas qu'il y ait de négation parce que notre cerveau ne voit pas la négation. Donc, on ne peut pas dire je ne fume plus, il va voir je fume plus. Donc voilà, vraiment tourner positivement et au passé, comme si c'était déjà accompli. Par exemple, j'ai merveilleusement géré cet incident de prod pour nos amis de l'IT, où j'ai incroyablement réussi à communiquer avec mes collègues, ou j'ai merveilleusement réussi à démêler ce conflit. Voilà, c'est vraiment des choses simples. Une phrase, une idée positive, mais le but, c'est pas juste de la dire, c'est de la ressentir, de vraiment prendre le temps de la répéter plusieurs fois et de venir à l'intérieur ressentir ce que ça vous procure pour aider votre cerveau, du coup, à vibrer à la même fréquence que cet événement-là, ce qui vous aidera à le manifester. D'autant plus que, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça vous coûtera beaucoup moins d'énergie d'être vraiment dans la maîtrise de ce que vous pouvez faire aujourd'hui et de vous détacher des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Parce que le jour J, vous allez forcément, et peut-être, oh, il y a un petit chien. Vous allez forcément être confronté à des événements que vous n'avez pas forcément prévus. Et
ça vous aura aidé aussi à préserver votre énergie pour pouvoir réagir le moment venu. De pouvoir voilà, se dire j'ai pas passé 15 jours à anticiper tous les scénarios catastrophes, manque de peau, finalement mon manager il est même pas là, donc comment je gère la situation maintenant, j'avais pas prévu ça, j'avais tout prévu mais pas ça. Donc voilà, c'est aussi garder votre énergie, garder vos ressources pour pouvoir réagir si besoin le moment venu. Il y a Albert qui nous demande si c'est un lien avec la communication non violente. Oui, enfin tout, oui. Attends, je suis en train de réfléchir. Par rapport à quel aspect de la communication non violente? Est-ce que tu peux me préciser? La formulation positive. Oui, ça peut s'en rapprocher, en tout cas, ça peut s'en rapprocher. Je te fais pas le lien direct entre les deux, là je l'ai pas, mais oui, ça me paraît complètement cohérent. Enfin, être plutôt dans l'assertivité, dans une formulation. C'est vraiment, encore une fois, même la communication non violente, on va aller chercher à switcher un peu ce qui se passe dans nos mécanismes de pensée. On est fort, on est vraiment très fort pour voir le négatif, pour mettre le nez là où ça va pas, et beaucoup moins pour penser de façon inverse. Et quand on arrive à le faire, ne serait-ce que sur des petites choses, on voit que l'impact il est quand même énorme, quand même énorme. Et du coup, il y a Frédéric qui dit que pour lui, la communication non violente, c'est pour parler aux autres, là où la formulation positive, c'est pour se parler à soi-même. Oui, complètement. Oui, s'il y a une grosse différence, ce serait celle-ci, la communication non violente, plutôt dans les échanges, effectivement, dans les groupes, etc., même entre deux personnes, alors que la formulation positive, là, on va plus l'utiliser pour nous. C'est pas quelque chose qu'on va communiquer aux autres, mais dans le principe, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui se rejoignent. Voilà pour ça. Et je voulais donc vous faire un petit exercice de visualisation, parce que j'adore ça. Et j'espère que ça pourra vous aider. Donc, le but du jeu ici, ça va être de pouvoir vous mettre dans un endroit calme. Potentiellement mettre vos écouteurs, que ce soit assis, allongé, dans votre lit, votre canapé, comme vous voulez. Je vais vous aider à trouver votre ancrage ressource. Alors, s'il y a des personnes qui ont déjà fait des séances de psychologie, de thérapie, d'hypnose, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être. C'est un exercice de visualisation qui va vous aider à trouver un endroit en vous où vous vous trouvez en paix et en sérénité et auquel vous allez pouvoir vous reconnecter dès que vous en avez besoin. Là, c'est plus réagir. Ok, moi, le stress, il est là. Quoi qu'il arrive, là, je le ressens, il est là. Qu'est-ce que je peux faire? Bam, mon ancrage ressource. C'est un des outils qui peut être assez intéressant. Et je vais vous proposer de l'associer avec une mudra. Les mudras, c'est du yoga qu'on fait avec les mains. Donc, on n'a pas besoin de se tordre dans tous les sens. Ça part du principe que chaque doigt va représenter un centre d'énergie de notre corps, les chakras, pour ceux qui connaissent. Et donc, on va jouer avec les dispositions de nos doigts, de nos mains, pour pouvoir mettre en action le corps et agir d'une manière vraiment ciblée sur nos propres énergies pour les faire circuler d'une manière particulière. Et donc, la mudra que je vous propose ici, elle s'appelle la Usha Mudra et elle a pour but de pouvoir nous aider à produire des endorphines pour apporter du calme et de la détente. Donc, je vais vous proposer d'associer les deux. La subtilité, du coup, quand vous faites le mouvement, vous allez pouvoir regarder pendant tout l'exercice de visualisation. Donc, je vous explique la seule subtilité entre les femmes et les hommes parce que les énergies ne circulent pas dans le même sens pour les hommes et pour les femmes. Les femmes, mettez votre main gauche au-dessus de votre main droite et les hommes, votre main droite au-dessus de votre main gauche. Pas besoin de crisper les doigts fort. Juste, vous les croisez, ils sont relâches. Et votre pouce, il vient se caler ici, dans le creux, entre votre autre pouce et index. Et il va appliquer une légère pression, vraiment légère. C'est juste, pouf, je pose.
Et voilà, on reste comme ça. Vous pouvez poser vos coudes, vous pouvez poser sur vos jambes. Enfin voilà, faites comme vous vous sentez à l'aise. Et maintenant, je vais vous guider du coup dans l'exercice de l'ancrage ressource, l'exercice de visualisation, pour essayer de trouver cet endroit où vous vous sentez en paix. C'est un exercice que je propose. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Vous pouvez l'arrêter à tout moment. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Mais voilà, le but, ça va être que vous puissiez ensuite le retrouver facilement, cet ancrage ressource, l'ancrer en vous et le retrouver dès que vous en avez besoin. Donc, je vais passer en mode voix calme et je vais vous proposer de fermer les yeux et de venir prêter attention déjà à votre corps, à votre respiration. Pas besoin de faire quoi que ce soit ici, juste d'observer un petit peu ce qui se passe. De sentir votre corps qui va peut-être s'alourdir un peu dans votre chaise. Si vous êtes assis, ancrez bien vos 2 pieds au sol. Et ressentez l'air qui entre et ressort de vos poumons. Vous pouvez prendre une grande inspiration, une grande expiration par la bouche pour relâcher. On va refaire une deuxième fois une grande inspire par le nez. Une grande expire par la bouche. Vous pouvez faire une troisième fois si besoin. Et vous allez pouvoir commencer à détendre votre corps, vos épaules, votre dos, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, vos fessiers, vos cuisses, vos jambes, vos chevilles, mais aussi votre visage, votre front, votre mâchoire, votre langue, votre cuir chevelu. S'il y a besoin de soupirer, de bâiller, c'est ok. Et au fur et à mesure que votre corps se détend, vous pouvez ressentir un petit peu cette sensation de sérénité commencer à s'installer. Et ce que je vous invite à faire, c'est de commencer à imaginer, à visualiser un endroit où vous vous sentez bien. Pas besoin de trop réfléchir, souvent le premier, il est pas mal. Ça peut être un lieu, ça peut être un souvenir, vous pouvez être seul, il peut y avoir d'autres êtres vivants avec vous, peu importe. Un endroit où vous vous sentez bien. Et essayez de voir tout ce qui se trouve dans ce lieu. Les paysages, les objets, les personnes, les êtres vivants, s'il y en a. Essayez de voir comment votre corps est. Est-ce que vous êtes assis? Est-ce que vous êtes debout? Est-ce que vous êtes allongé? Vous pouvez aussi prêter attention à ce que vous entendez autour de vous. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent, des enfants qui jouent, le bruit des vagues ou le vent dans les arbres?
Essayez de voir si vous pouvez toucher des objets, le sol, ce qui vous entoure. Est-ce que vous ressentez leur texture? Vous pouvez également essayer de voir si vous sentez des goûts, si il y a de la nourriture autour de vous, est-ce qu'il y a des goûts qui se réveillent dans vos sens? Et enfin, laissez-vous complètement imprégner de ce moment, de la paix. Laissez cette sérénité se diffuser à travers vous. Laissez l'énergie circuler et diffuser cette harmonie. Et maintenant que vous êtes ici, ce que je vous propose, pour ancrer cet ancrage ressource et le retrouver encore plus facilement, c'est de répéter la phrase suivante après moi, qui a pour but d'associer le mudra à cette visualisation. Quand je ferai cette mudra, je me connecterai à mon endroit ressource. Vous pouvez le répéter à voix haute ou dans la tête, peu importe. Quand je ferai ce mudra, je me connecterai à mon endroit ressource. Quand je ferai ce mudra, je me connecterai à mon endroit ressource. Aidez-vous de la respiration s'il y a des choses qui doivent circuler. Et quand c'est OK pour vous, petit à petit, vous allez pouvoir commencer à revenir dans l'ici et le maintenant, à bouger peut-être vos mains, vos jambes, votre tête, rouvrir les yeux tranquillement et vous reconnecter à l'instant présent. Je vous laisse me faire signe avec des petits pouces quand vous serez revenu. On a le temps. Et n'hésitez pas à partager votre ressenti de maintenant dans le chat. J'aurais pu mettre une petite question comme ça dans le WooClap. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez après avoir fait cet exercice, si ça vous a plu, si vous n'avez pas accroché, comment vous vous ressentez dans votre corps, dans vos émotions. Délester du poids de la journée, bah trop cool. Apaisement intense, génial. Mal au ventre avant et plus maintenant, trop bien. Envie de dormir, ah oui. Peut-être j'aurais dû mettre ça à la toute fin. Il y avait une question chez les non-binaires. Oui, question totalement légitime pour savoir gauche ou droite. En fait, c'est juste que les énergies, je n'ai pas la preuve scientifique, moi c'est ce que j'ai appris, mais les énergies de ce qu'on ressent circulent différemment chez les hommes et chez les femmes. Moi, je le ressens dans les soins énergétiques, effectivement, au niveau des centres de chakras, ça tourne pas forcément dans le même sens chez les hommes et chez les femmes. Donc c'est pour ça. La mudra, ça dépendait du coup du sexe, mais... question totalement légitime, pas de souci. Pas de souci, Emmanuel. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu tout à l'heure. C'était super chouette. Merci infiniment. À bientôt. Ok. Eh ben,
Voilà, cet exercice-là, n'hésitez pas à le réitérer et l'associer à nouveau à la mudra. Plus vous le ferez, plus ce sera instantané. Vous ferez la mudra, hop, vous arriverez de plus en plus à retrouver cet endroit ressource-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose, pas besoin de le faire 8 ans. Vous le faites le soir avant de vous coucher. Alors, vous allez sûrement vous endormir en cours de route ou le matin en vous réveillant quand vous avez un peu de temps. Pas besoin de le faire 5 heures. Hein. Vous le faites 2-3 minutes, c'est déjà mieux que rien. Et plus vous allez le faire, plus vous allez le pratiquer, plus ce sera rapide et facile pour vous. Et en état de stress, ok, là je trouve ma ressource. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui comme exercice pratique. Et ensuite, je voulais vous faire un petit aparté sur la partie gestion du temps et des priorités, parce que souvent, tout à l'heure Emmanuel en parlait d'ailleurs, c'est quelque chose qui va venir nous challenger, notamment dans le travail. Donc ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est vraiment de pouvoir travailler aussi avec votre propre mode de fonctionnement. Dites-moi les filles, en termes de timing, hein, surtout s'il faut que je me magne ou pas. J'ai plus énormément de choses, mais voilà, n'hésitez pas à me dire. Par rapport à la gestion du temps, ce qui est important, c'est encore une fois, ce que je dis toujours, c'est revenir à vous. Comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous travaillez mieux le matin, l'après-midi, le soir? Et en fonction de ça, de pouvoir gérer vos priorités. Quelles sont les tâches qui vont me prendre le plus de temps, qui vont être chronophages, que j'ai pas envie de faire? Et calez-les à ces moments-là, aux moments qui sont les plus propices pour vous. Parce que votre énergie, elle sera au maximum, parce que vous serez au max de votre concentration, et que comme ça, vous vous débarrasserez de ces gros cailloux dans votre chaussure le plus vite possible. Et gardez du temps pour vous dans votre emploi du temps. Je reviens encore à vous, mais c'est hyper important parce que sinon vous allez cramer votre énergie et finalement vous n'allez plus être aussi efficace qu'avant. Alors que si vous preniez ne serait-ce que 30 minutes pour vous, vous allez repartir au taquet et en même temps vous vous serez fait plaisir avec cette petite récompense, cette petite pause de goûter ou d'aller échanger avec vos collègues. Mais voilà, ces temps pour soi, ils sont vraiment hyper importants. Et il y a la méthode Pomodoro qui mise pas mal là-dessus, c'est-à-dire que les temps de concentration de notre cerveau sont tellement courts que voilà, la méthode Pomodoro, c'est vraiment je travaille 25 minutes, je me pose 5 minutes, je travaille 25 minutes, je me pose 5 minutes, et au bout de 4 sessions de travail, je fais une vraie pause de 15 à 30 minutes. Et ça permet d'optimiser son temps et de rester focus un maximum de temps sur la journée aussi. Et de s'économiser, de revenir à soi et de retrouver de l'énergie. N'hésitez pas aussi à solliciter le groupe. Si vous sentez que l'effervescence du groupe, ça vous porte, ça vous motive, faites-vous des sessions de groupe. Pareil, en essayant de respecter vos plages favorites à chacun. Mais voilà, la gestion du temps, ça va être un gros levier aussi pour pouvoir gérer son stress, l'anticiper et le gérer quand il est là. Et je voulais vous partager aussi la méthode des gros cailloux. Alors je sais que quand j'étais chez Exterm, on en avait déjà parlé, donc c'est possible que on vous en ait parlé dans vos modules de formation ici et là. Mais là, c'est vraiment l'idée de réussir à prioriser vos tâches. Il y a la matrice d'Eisenhower aussi qui existe et qui est souvent vue. Je trouve que la méthode des gros cailloux est plutôt parlante. C'est vraiment l'idée de se dire, avant de commencer à faire toutes les petites tâches ici et là, répondre aux mails, aux SMS, aux trucs, peut-être plutôt planifier les grosses tâches qui prennent du temps, comme je vous disais, les identifier déjà, une fois qu'on a catégorisé les différents types de tâches, commencer par planifier les grosses tâches et vous tenir au créneau que vous avez planifié, pour ensuite intercaler les missions qui vont prendre un peu moins de temps, les missions hebdomadaires, etc., pour enfin terminer, quand il vous reste du temps, par répondre ici et là aux petits messages qui sont envoyés. Mais voilà, c'est une des méthodes de priorisation qui existent. Moi, j'aime bien. Elle est plutôt efficace. Il y en a plein d'autres. Et c'est vraiment, encore une fois, comme je vous disais, je vous partage aujourd'hui plein d'outils, de tips au niveau du mindset, au niveau des outils concrets. Le but, c'est juste de pouvoir tester et voir ce qui vous convient. Ce qui conviendra à quelqu'un ne conviendra pas forcément à tout le monde. Et ici, c'est quelques petites applications que j'ai pu tester, sauf AppBlock, on en a parlé mais je ne l'ai pas testé, qui peuvent aider aussi dans la gestion de son temps. Je sais que moi personnellement, j'ai vite fait d'aller voir les réseaux sociaux et de finir par scroller pendant une demi-heure, voire plus. Il existe des applications pour bloquer justement l'accès, qui vous demandent un mot de passe quand vous voulez les bloquer, qui vous dit même est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir ouvrir Instagram là, maintenant? Donc c'est plutôt pratique.
Il y a pareil, je vous parlais de la méthode Pomodoro tout à l'heure. Il y a des outils qui peuvent vous aider à ça. L'application Focus To Do Pomodoro, elle est bien. Et l'application Forest aussi, je l'aime bien. Elle permet de timer votre temps comme vous le souhaitez. Et en plus de ça, il y a l'aspect pouvoir planter des arbres. Plus vous passez du temps sur l'application en période de travail, plus ça va pouvoir aussi contribuer à notre petite planète. Donc ça, j'aime bien. Et la respiration, donc là on va pas avoir le temps de faire l'exercice, mais un outil essentiel qu'on oublie souvent, c'est la respiration. Revenir vraiment à cet outil qu'on a tous les jours et qui semble trop simple et pourtant si puissant. Pouvoir respirer en conscience, vous pouvez associer ça à la visualisation, vous pouvez associer ça à plein d'autres exercices. Mais la respiration a un pouvoir très fort de pouvoir faire circuler les choses. Au lieu de respirer coincé là, dans la cage thoracique, de pouvoir ouvrir tous nos poumons, notre ventre. Et donc l'exercice que je voulais vous partager, c'était celui de la cohérence cardiaque. Vous en trouvez plein. Là, la cohérence cardiaque, c'est un exercice qui est facile parce qu'en 5 minutes, c'est fait et vous êtes parti pour 4 heures d'efficacité derrière. La cohérence cardiaque, c'est vraiment le fait de respirer en continu pendant 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Et comme ça, 5 minutes. Et c'est vraiment assez énorme ce que ça peut faire. Donc, n'hésitez pas à tester de votre côté. Là, c'est tout simplement une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. Il y en a plein. Mais voilà, la respiration, c'est un outil de base qui peut être vraiment très 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 efficace et qui est, je trouve, sous-utilisé en tout cas. Voilà, donc pour conclure, ce que je souhaitais vous dire, c'est que tous ces éléments-là dépendent de vous. Vous êtes le seul, la seule à savoir ce qui est bon pour vous, donc faites-vous confiance sur vos ressentis, que ce soit au niveau des outils que vous pouvez vous partager entre vous. Je peux voter. Moi, je mets 5. Que ce soit les outils que vous pouvez vous partager entre vous, qu'on vous conseille. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Moi, je vous ai parlé beaucoup du mindset et de venir creuser en vous. Ça, c'est des choses qui sont pas forcément évidentes à faire quand on est seul. Donc, n'hésitez pas à vous faire entourer, à vous faire accompagner. C'est normal, en fait, de pas pouvoir faire ça tout seul. Moi, pour moi-même, je l'ai pas fait tout seul. Je me fais accompagner aussi. Donc, n'hésitez pas. Il y a plein de thérapies qui existent, d'outils qui existent aujourd'hui. Testez, voyez et faites confiance à votre intuition, à votre feeling aussi sur comment votre corps réagit, comment vos émotions réagissent face à tout ça. Voilà. Et ce que je vous ai partagé aujourd'hui, c'est une toute petite partie, mais il y a plein d'autres leviers que vous pouvez solliciter sur votre hygiène de vie globale, votre activité physique, votre sommeil, votre entourage. Donc voilà, libre à vous de mettre en pratique ou pas. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que je vous ai partagé tout ce que j'avais envie de vous partager. Ça fait beaucoup de choses. Mais voilà, j'espère que ça pourra permettre, pourquoi pas des petites prises de conscience ou des petits, en tout cas des petits outils pratiques au quotidien. Et si ça vous dérange pas, je vous demanderai juste de pouvoir prendre le temps de pouvoir répondre à ce second WooClap, juste pour me dire comment ça s'est passé pour vous au niveau du meet-up, justement. Qu'est-ce que vous en avez pensé sur la présentation, sur le moment que vous avez passé, et si ça vous a apporté des choses. Ça m'aidera beaucoup. Je vous remercie. On a une question, on a Rudy qui nous demande quels sont les types d'exercices que tu préconises pour quel type de manifestation du stress, par exemple corps, mental. Alors moi là, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ça va surtout être efficace face aux manifestations émotionnelles et mentales. Pour les manifestations corporelles, faut plutôt trouver des solutions orientées vers le corps. La respiration, ça peut être un premier outil parce que ça va aider à faire redescendre le rythme cardiaque, par exemple. Donc votre transpiration aussi, etc.
La visualisation, après, ils sont tous liés. Donc, si vous arrivez à apaiser votre mental et vos émotions, vous allez aussi pouvoir réussir à apaiser votre corps et votre respiration et votre rythme cardiaque, etc. Mais c'est vrai que sur le corps, là, moi, j'ai pas été trop sur ce terrain-là et je serais pas la bonne personne pour vous accompagner sur l'aspect corporel. C'est pas quelque chose que je maîtrise suffisamment. Mais en tout cas, ce que je vous ai partagé là, c'est plutôt pour l'aspect psychologique, comportemental et émotionnel. Merci à tous en tout cas d'être venus. Donc je pense qu'on va pouvoir clôturer cet événement. Donc effectivement, Marine vous partage aussi ses coordonnées et ses liens. Donc n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram ou sur Facebook et bien sûr sur son site internet. Voilà, vous pouvez aussi la contacter si vous avez envie voilà, de faire des choses avec elle pour des séances ou autres. Il y a également des replays des anciens meet-up que Marine a fait pour nous, pour Exia, pour la communauté Feel Good. Alors n'hésitez pas à aller sur YouTube et à regarder un petit peu ce qui a été fait. C'était un plaisir de vous retrouver, vraiment j'avais hâte de ce meet-up. Je vous souhaite vraiment à tous une super soirée. Merci encore et n'hésitez pas si vous avez des questions à la suite à me contacter ou voilà, enfin vraiment je reste ultra disponible, avec plaisir d'échanger sur tout ça.